Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf. Bonsoir à tous. Nouvelle élimination d'un haut responsable iranien par l'aviation israélienne. Israël a éliminé le ministre iranien des renseignements et le commandant de la milice Iman Hussein qui aurait également été tué. La journée a encore été sous haute tension avec de très nombreuses alertes générales au centre d'Israël, à Jérusalem, suite à des tirs de missiles. Tsahal a détecté des préparatifs du Hezbollah également. L'Iran a officiellement confirmé l'élimination d'Ali Larijani, son ex numéro 1, donc, puisqu'il est décédé, et du commandant des Basij. À Téhéran, des jeunes ont organisé hier soir des feux de joie pour célébrer l'élimination des leaders du régime. En fait, ce sont des feux qui sont prévus par une fête persane très ancienne et qui ont été retournés par l'opposition pour manifester sa joie donc, devant le nombre de hauts responsables iraniens et de mollahs qui ont été éliminés par Israël. L'Iran n'a entrepris aucun effort pour relancer ses activités d'enrichissement nucléaire depuis les frappes américano-israéliennes de juin 2025. C'est la chef du renseignement américain, Tulsi Gabbard, qui l'annonce dans une déclaration écrite. En fait, c'est une surprise. Même Donald Trump avait tenu des propos qui étaient un peu différents, mais elle dit que quasiment tout le programme nucléaire iranien a été anéanti. Et puis peut-être un véritable tournant dans le conflit dans le Golfe, une frappe israélienne visant le champ gazé iranien de South Pars a été coordonnée et approuvée par la Maison-Blanche. Donc il y avait eu déjà des moments où Israël avait bombardé des sites pétroliers, mais l'Amérique avait condamné, et là cette fois-ci apparemment ça a été coordonné avec le Pentagone. Sachez par ailleurs que le président israélien Isaac Herzog s'est rendu sur les lieux de l'impact du missile de Ramat Gan qui est tombé hier soir, au cours duquel un couple de 2 personnes âgées, des personnes de plus de 70 ans ont été tuées. En fait, la femme est handicapée, elle n'a pas eu le temps de se déplacer suffisamment rapidement vers l'abri et donc mari et femme sont morts sous les coups d'un missile iranien. On part pour Jérusalem, on le retrouve notre correspondant permanent Richard Darbon. Bonsoir Richard. Bonsoir et shalom. Alors Richard, toute la journée d'hier et même d'aujourd'hui a été marquée par des attaques ciblées et souvent réussies, ce qui est déjà en soi un acquis important pour l'armée israélienne. Là, dernière en date, on parle carrément de celui qui est chargé du renseignement. Il n'est pas très bien renseigné puisqu'il en est mort. En Iran, ministre du renseignement et même responsable d'une milice qui s'appelle Imam Hussein. Mais est-ce que ça nous amène au renversement du régime, puisque c'est en fait ça qui est essayé, qui est tenté. C'est la question que tout le monde se pose. Cette élimination la nuit dernière de Ismaël Khatib, le ministre du mauvais renseignement iranien, correspond en fait à une consigne qui a été explicitement donnée par le gouvernement à Tsahal d'éliminer tous les dirigeants iraniens actuels en poste qui entrent dans sa ligne de mire. Ça, c'est une consigne qui est maintenant officielle, mais il y a une conscience dans l'establishment sécuritaire et politique israélien que la chute du régime est indispensable pour tourner la page vers un autre Iran. Mais seulement, comme vous le subodoriez, il y a des divergences, et c'est ça qui est intéressant, en Israël même, sur la possibilité d'effondrement qui serait assez rapide du régime des mollahs. Ainsi, par exemple, dans les cercles des hauts officiers de Tsahal et de l'état-major, on estime que l'épaisseur et la solidité des structures intermédiaires du régime, pas forcément de leurs dirigeants, disons, de toutes ces milices et de l'armée, comme on a pu les éliminer les uns après les autres, mais l'échelon intermédiaire a une telle assise mise en place depuis 5 décennies qu'il va pas, même si les dirigeants disparaissent, il ne va pas s'évaporer. Et cette analyse un peu pessimiste, ou réaliste, diraient d'autres, elle est importante parce que
on craint que si après la fin des opérations militaires, dont on ne connaît pas la date, il y a des scénarios selon lesquels qui disent que l'Iran aurait intérêt à ce que cette guerre se poursuive longtemps. Mais en tout cas, si c'est le même régime ou un régime semblable qui prend la suite, ça risque d'empirer encore la situation parce que ce régime voudra se venger contre Israël et il risque de mener une guerre sans fin contre l'État hébreu et avec tous les appuis qu'il peut avoir encore dans la région. Maintenant, ça c'est un avis, mais il y a d'autres experts en affaires iraniennes qui ont évoqué ces dernières 48 heures le début, une dynamique un peu nouvelle, le début d'un phénomène qu'ils ont qualifié en boule de neige, de désertion et de désaffection dans certaines unités de milices et de barbouzes du régime, des bataillons répressifs du régime, comme les Badji et même chez les gardes révolutionnaires, où, disons, c'est pas simplement la base qui a peur un petit peu de se voir conspuer et de voir une opposition musclée contre elle, mais il y a la conscience, et c'est ceux qui sont plutôt optimistes, que si le peuple sort en masse dans les rues, cela pourra se transformer non pas en boule de neige, mais en avalanche populaire contre le pouvoir des mollahs. Donc on est un peu dans une interrogation, et comme on dit en hébreu, Raka Yamim Yagidou, ça veut dire les jours le diront, mais traduit en mon français, ça veut dire qui vivra verra. Alors la question se pose un peu aussi pour l'offensive terrestre lancée au Liban. Pourquoi cette offensive terrestre réussirait à désarmer le Hezbollah alors que toutes les offensives terrestres précédentes ont toutes échoué? Oui, ce qui a échoué, ce n'est pas seulement les offensives militaires, c'est que depuis 1948, depuis la renaissance de l'État d'Israël, les dirigeants de l'État hébreu ont collectionné une série d'illusions sur la possibilité de changements internes qui pourraient amener cet État assez original et composite qu'est l'État libanais, un pays qui rassemble une complexe mosaïque comment dirais-je, de groupes ethniques et ethno-religieux différents, a signé peut-être une PRL avec l'État hébreu. On a cru que ce serait peut-être le premier pays qui signerait une paix. Or cet État, à l'époque, on l'avait surnommé, rappelez-vous, dans les années 50-60, on avait surnommé la Suisse du Moyen-Orient. Or, en fait, ce ne furent que des illusions, décennie après décennie. Et juste pour citer deux exemples, avant la situation actuelle, c'est qu'au début des années 80, et dans le sillage immédiat de la première guerre du Liban de 82, le gouvernement Begin avait pensé qu'il allait pouvoir mettre sur pied un gouvernement qui signerait la paix avec Israël, notamment avec l'apport des chrétiens de Béchir Gemayel, qui en fait étaient éliminés par les islamistes. Et ensuite, ce fut un échec. Donc, et ensuite, il y a eu la mise en place, après la première guerre du Liban, de la fameuse zone de sécurité de 85 à 2000 au sud du Liban, qui a abouti sur un échec, puisque Ehud Barak, devenu Premier ministre en 2000, a ordonné un retrait unilatéral de Tsahal de cette zone de sécurité, ce qui a boosté le Hezbollah et qui l'a rendu encore plus fort qu'il n'était. Et aujourd'hui, je pense que c'est effectivement la même chose, c'est que, c'est vrai que dans le siège du 7 octobre, Tsahal a marqué des points dans la partie sud du Liban en nettoyant complètement le parcours frontalier. Mais la question qui se pose, c'est que comment on va pouvoir capitaliser les acquis militaires au sol qu'on va pouvoir sans doute remporter dans les semaines et les 2 mois qui viennent. Mais en fait, donc, on a l'impression qu'on est dans un éternel recommencement. Ceci dit, la seule chose qui compte et qui change peut-être avec cette, j'allais dire sans faire de jeu de mots, cette litanie pas le fleuve, mais cette série d'échecs et d'erreurs, non pas de stratégie, mais d'impossibilité de traiter avec le Liban. C'est quoi qui a changé? C'est le ras-le-bol majoritaire du peuple libanais, dont 80% de la population, et pas forcément tout le monde sauf les chiites, mais même dans le camp chiite, il y a un ras-le-bol de voir le Hezbollah de noyauter les structures politiques et sécuritaires du pays en fonction non pas des intérêts généraux du Liban, mais des intérêts uniques de son pourvoyeur et de son patron, à savoir donc le régime
iranien. Et donc ce Hezbollah qui est démasqué, qui a vécu comme un proxy donc de Téhéran, a développé un tel ras-le-bol que le gouvernement libanais envisage peut-être d'aller vers l'épreuve de force. Alors, ceci dit, il faudra que les choses évoluent, parce que sinon malheureusement, en guise de conclusion provisoire, le Liban ne sera plus en fait pour Israël le pays du cèdre, mais bel et bien le pays des illusions. Richard Darmon à Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous disais en titre que les sirènes d'alarme continuent à rythme très régulier de sonner en Israël. Il y a eu des tirs iraniens encore sur le centre d'Israël aujourd'hui et 3 personnes ont été légèrement blessées à Petah Tikva. Par ailleurs, le président israélien Isaac Herzog s'est rendu sur les lieux de l'impact du missile qui est tombé à Ramat Gan cette nuit, durant lequel un couple de septuagénaires a été tué lors de cette attaque, qui est iranienne. Il a exprimé le soutien de la nation aux habitants et aux familles endeuillées. Et je vous disais en titre qu'en fait, le couple sont âgés déjà, mais la femme est handicapée. Et ils étaient sur le chemin de l'abri pour se protéger, mais étant donné qu'ils sont âgés, qu'elle est, elle, handicapée, ils n'ont pas eu le temps d'arriver à l'abri tout simplement, et ils ont été fauchés dans leur salon, dans leur maison. Une frappe israélienne qui visait le champ gazier iranien de South Pars a été coordonnée et approuvée par la Maison-Blanche, et ça aussi, je vous disais il y a quelques instants, c'est peut-être un tournant dans la guerre dans le Golfe, car cette fois-ci, cette frappe a été coordonnée avec les Américains, alors que la précédente attaque contre les champs pétrolifères iraniens avait été condamnée par le Pentagone. Les Français sont-ils suffisamment sensibilisés aux souffrances du peuple iranien ? On a posé la question à Jean-Yves Le Drian, qui est à la fois ancien ministre des Armées, donc un connaisseur des questions militaires, et qui aujourd'hui est le coordinateur de l'action française pour le Liban. C'est sur France Inter, et il répond. La dernière fois que vous êtes venu sur France Info, vous avez déploré le silence face aux souffrances du peuple iranien. Est-ce que vous considérez toujours aujourd'hui que on n'y est pas suffisamment sensibilisé sur ces souffrances du peuple iranien, et pourquoi ? Est-ce qu'il y a un 2 poids 2 mesures ? Oui, je continue à penser cela. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi il y a beaucoup plus d'engouement et de solidarité à l'égard du peuple palestinien au moment de la crise de Gaza et encore aujourd'hui, et de l'ignorance ou peut-être du silence par rapport au combat que mènent les Iraniennes et les Iraniens pour leur liberté. Alors d'abord parce qu'il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'internet, tout est bloqué. Sur Gaza, il n'y a pas d'accès aux journalistes, mais il y a quand même eu beaucoup d'images avec les ONG qui interviennent et qui communiquent sur tout cela. Ce n'est pas le cas en Iran, qui vit sous le régime de la peur et du silence. Donc la communication est beaucoup plus difficile. Et puis, un certain nombre d'acteurs font parfois le tri dans leur militantisme. Vous voulez dire que le conflit à Gaza a été aussi récupéré, instrumentalisé, notamment par la France insoumise, alors que le conflit en Iran, ça peut arriver, et je crois que c'est arrivé régulièrement, que certains militants fassent le tri dans leurs convictions et dans leurs protestations. En tout cas, il importe que le combat des Iraniennes et des Iraniens pour leur liberté soit soutenu, répété et redit partout où c'est possible, et si possible en affichant des images de massacres commis par la théocratie dirigeant ce pays. Washington affirme que l'Iran est un pays affaibli mais toujours debout et déterminé à se réarmer malgré les lourds dégâts infligés par les frappes américaines et israéliennes ces dernières semaines. Le régime iranien demeure en place et pourrait chercher à reconstruire ses capacités militaires s'il survit. Et c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet qui affirme cela. C'est la directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, qui s'est exprimée devant la commission du renseignement au Sénat. Un auditeur demande sur France Inter à la ministre française, ministre déléguée auprès du ministère des Armées, pourquoi la France ne protège pas avec ses avions l'espace aérien libanais contre Israël. Bonjour Florence Paracuelos, bonjour à vos invités. Je ne comprends pas la politique extérieure de la France qui ne consiste à mon avis qu'en de la déploration.
le Charles de Gaulle est en train de faire des ronds dans l'eau en Méditerranée orientale. Monsieur Macron prétend défendre le Liban. Pourquoi ne protège-t-on pas l'espace aérien libanais? En accord, bien sûr, avec le gouvernement de ce pays qui s'est engagé, et il a déjà commencé à désarmer le Hezbollah. C'est une question pour vous, Alice Ruffo. Oui, bonjour. Alors, non, je peux pas laisser dire que la France fait rien au Liban. On a plusieurs centaines de soldats au sud Liban dans la FINUL, l'opération de maintien de la paix des Nations Unies qui est déployée au sud Liban, et c'est pas une mission facile. On a effectivement le Charles de Gaulle qui est en Méditerranée orientale, ce qui est un soutien au Liban. On a une opération humanitaire qui est en cours, qui est très forte, et on a une action diplomatique qui consiste, comme le président le fait, à travailler aussi entre la Syrie et le Liban, parce qu'il y a un sujet sur ce point-là. Et en 2024, c'est la France, avec les États-Unis d'ailleurs, qui a travaillé à une médiation. Mais vous entendez, Marc, il vous dit protéger l'espace aérien du Liban. Pardon, il y a des autorités au Liban. Oui. Qui sont extrêmement courageuses dans cette période et qui ont dit, leur détermination, enfin l'action du Hezbollah a été suicidaire, on le voit aujourd'hui. Voilà. L'Orient le jour avait titré, je me rappelle, le lendemain des attaques. Le Hezbollah suicide le Liban. Titre magnifique qui disait tout ce qui allait se passer de terrible aujourd'hui au Liban, qui est en train d'arriver. On a été tout aussi clair sur le fait qu'une offensive israélienne majeure serait une catastrophe. C'est une catastrophe humanitaire, politique, etc. Donc l'action diplomatique de la France a peu d'effet pour l'instant, faut quand même le dire. Écoutez, laissez-nous le bénéfice d'essayer et de travailler, en tout cas. Le centre de Lorsque Beyrouth. nous avons fait la médiation en 24, il n'y avait pas des autorités aussi courageuses au Liban. On va le faire, on va y travailler, et surtout on va réarmer très fort les forces armées libanaises. Jean-Louis Alice Ruffo, qui est ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. L'Iran n'a entrepris aucun effort pour relancer ses activités d'enrichissement nucléaire depuis les frappes de juin 25, les frappes qui étaient déjà américano-israéliennes. C'est la chef du renseignement américain qui l'affirme. Et puis, concernant le nucléaire iranien, toujours, l'Agence internationale de l'énergie atomique se dit incertaine. Elle dit qu'elle est dans l'incertitude sur un nouveau site d'enrichissement qui se trouverait à Ispahan. L'agence internationale a reconnu qu'elle ne connaissait pas l'état de ce nouveau site d'enrichissement d'uranium situé dans un complexe souterrain. Donc c'est à Ispahan, et c'est le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, qui reconnaît donc que pour l'instant, ils ne sont pas au courant de cette affaire. Israël élimine l'homme le plus fort du régime hier, et aujourd'hui c'est le chef du renseignement iranien, donc les responsables des services de renseignement, c'est lui qui est retrouvé par le Mossad, et il perd la vie. Pour Sophia Amara, qui est spécialiste du Moyen-Orient, Israël a surtout une qualité, c'est un pays très patient. Oui, et Israël a surtout la patience, parce que certes, comme disait M. Jérusalemi, le fait que Ali Larijani se soit présenté au milieu de la foule lors d'un événement majeur en Iran, qui est ce qu'on appelle la journée de Jérusalem, qui est une journée qui a été établie par Khomeini en 1979 et qui correspond à une manifestation monstre qui a lieu en soutien à Jérusalem les derniers vendredis du mois de Ramadan. Et donc il était là-bas. Et apparemment, il a peut-être pensé qu'il n'était pas un objectif de premier plan, puisque Khamenei, qui est le nouveau, ou bien les membres du triumvirat, mais en tout cas, c'est apparemment la seule explication. Ce qu'il faut dire, c'est que vous parliez à très juste titre des beepers. Les beepers, ça a été organisé depuis 2006. Depuis 2006, nous avons retracé les beepers, les talkie-walkie. Ils ont mis 15-20 ans à le faire. Donc ce monsieur et la télévision israélienne aujourd'hui a dit, certes, le fait qu'il soit sorti au milieu de la foule, ça a aidé, mais il est traqué dans ses habitudes, dans ses manies, sa façon de se déplacer, avec qui il est, comment il est entouré, combien de chauffeurs, combien de gars de corps, ça fait des années. Mais là, ça veut dire qu'il a autour de lui, dans cette manifestation, ou alors dans des immeubles pas très loin de lui, qu'il y a quelques ou des dizaines d'agents du Mossad. Des taupes, exactement. Des taupes. Tout à fait. Et d'ailleurs, un président iranien l'a lui-même dit, qui est le populiste, le président Mahmoud Ahmadinejad, a dit lui-même, il y a tellement de taupes iraniennes
israélienne en Iran, qu'on s'étonne pourquoi taupe israélienne en Iran. De taupe israélienne en Iran, qu'on s'étonne pourquoi toute l'élite iranienne politique et tous les politiciens n'ont pas encore été tous éliminés parce que nous sommes complètement infiltrés par l'agence israélienne, par le Mossad. L'action de Nous Vivrons a pris place hier à Lyon contre le maire écologiste de la ville qui a fait alliance avec LFI. La présidente de Nous Vivrons est au micro de Jérémy Chichpartiche. Sarah Zelman nous a à présent rejoint. Sarah, vous êtes présidente du collectif Nous Vivrons qui s'est formé au lendemain du 7 octobre pour lutter contre l'antisémitisme et vous êtes beaucoup engagée dans cette campagne municipale pour avertir sur les différents candidats qui ont eu des propos problématiques sur la question de l'antisémitisme. Avant de rentrer dans le vif de vos actions, j'aimerais savoir quel est votre sentiment général au lendemain de ce premier tour. Écoutez, c'est un sentiment d'alerte. Je crois comme tout le monde, on est tous tombés de nos chaises à l'annonce des alliances de la honte qui ont été proclamées les unes après les autres depuis dimanche soir. Alors vous pourrez me dire que on avait peu de doutes, mais vous savez, pour nous, c'est comme l'antisémitisme. On s'habitue jamais à l'antisémitisme, on s'habitue jamais à l'abject. Et nous, ce qu'on observe, surtout aujourd'hui, c'est qu'on assiste à un effritement très inquiétant du Front républicain. Et à chaque élection, on creuse encore plus le fossé. Et c'est ce qui est très inquiétant dans la perspective des prochaines échéances électorales. Comme vous l'avez dit, on est très engagés, nous, dans ces élections municipales, puisque l'objectif du collectif Nous Vivrons est à la fois de lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, mais aussi de porter une voix juive dans le débat républicain avec une seule et unique consigne, ni facho, ni LFI, ni RN et Reconquête, puisque ce sont des menaces pour la République et donc des menaces pour la communauté juive de France. Alors hier, vous avez fait le choix d'organiser un happening à Lyon pour dénoncer l'accord entre Grégory Doucet, maire d'Union de la Gauche, qui a décidé, après le premier tour, de s'allier à la France Insoumise pour tenter de battre Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, candidat de la droite républicaine. Non seulement il y a cette alliance avec la France Insoumise, mais on a beaucoup entendu parler d'un prétendu front antifasciste. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les alliances de la France Insoumise, ce sont des alliances qui sont faites contre des maires de droite républicaine, ou enfin des candidats de droite républicaine, où il n'y a pas de chance d'avoir un candidat extrémiste accéder à la mairie. C'est à l'image de la radicalisation et de la brutalisation de la vie politique que l'on observe depuis 2 ans, en réalité, puisqu'effectivement, traditionnellement, on fait front républicain quand il y a une menace des extrêmes. Alors, traditionnellement, chez nous, en France, c'est contre le FN qu'on montait ce front républicain. J'espère qu'on n'aura pas besoin de le faire contre la France Insoumise, mais vraisemblablement, si l'occasion se présente, on pourra difficilement compter sur une partie de la gauche, compter sur une partie des socialistes et certainement pas compter sur le parti de Martine Tondelier qui ne cesse d'expliquer que c'est normal, la gauche fait alliance avec la gauche, comme si on pouvait dire que ce serait normal que la droite républicaine fasse alliance avec la droite extrême. Donc tout ça est une vaste mascarade. La réalité, c'est que pour des calculs politiques, électoraux, ces candidats, parce qu'il n'y a pas que Grégory Doucet à Lyon, il y a la numéro 2 du PS, Johanna Rolland à Nantes, Briançon à Toulouse, alors que demain, on va commémorer le triste attentat d'Ozar Hatorah. J'aimerais insister sur le cas très spécial de Toulouse. Vous l'avez dit, demain, on va commémorer le triste anniversaire de l'attentat d'Ozar Hatorah. On a vu un candidat PS qui s'est montré quand même très violent à l'égard de la France Insoumise, qui a vraiment dénoncé les propos de Jean-Luc Mélenchon dans toute sa campagne de premier tour et qui, dès le soir du premier tour, décide de s'associer à François Piquemal. François Piquemal qui avait dit « Il n'y a rien d'antisémite dans les propos de Jean-Luc Mélenchon ». C'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que par calcul politique, ces élus et candidats socialistes et écologistes ont décidé de négocier sur le dos des Juifs. Ça participe à la banalisation de l'antisémitisme. Finalement, l'antisémitisme, d'une façon ou d'une autre, on est capable de s'en accommoder. Ils ont déclaré qu'officiellement, la lutte contre l'antisémitisme ne faisait plus
partie de leur ADN. Ce serait plus une valeur cardinale de la République. Et c'est en ça que c'est grave. C'est en ça qu'ils embrayent le pas finalement de la France insoumise qui, depuis le 7 octobre 2023, a décidé de faire de l'antisémitisme sa promesse de campagne. Regardez les débats sur tous les plateaux télé. En réalité, le débat, depuis lundi et ses alliances de la honte, il est très simple. Pour ou contre l'antisémitisme. Pour ou contre les Juifs. On arrive à ne parler de rien d'autre. Ni de politique locale, ni de projets de société plus globaux. On ne parle que d'antisémitisme pour 0,6% de la population représentée par les Français juifs. Le débat politique, il est pris en otage par les extrêmes, en l'espèce ici par la France insoumise, et le Parti socialiste et les écologistes ont décidé de manière volontaire de se prendre au jeu et donc d'être complices d'antisémitisme, non seulement, complices de l'affaiblissement, voire de l'effondrement du Front républicain, et donc de responsables de ce qui pourrait nous arriver de pire dans un an, à savoir avoir les extrêmes au pouvoir. Sarah Zelman, je rappelle que vous êtes la présidente du collectif Nous Vivrons. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Cham. Merci.